Bonjour, j'aimerais commencer par vous dire que si vous avez cliqué sur cette vidéo, j'estime que vous avez vu ma première vidéo sur la première génération. Donc, si vous ne l'avez pas, je vous conseille de la regarder, car je dis beaucoup de choses en intro que je ne vais pas vous détailler à nouveau ici. Et si vous l'avez regardé mais que vous ne vous souvenez plus trop, bon, je vais quand même vous faire un rappel au cas où. Je fais cette liste en utilisant le système de Smogon, avec lequel j'ai fait 7 répartitions. Et j'ai fait une coupure à la moitié des générations sur lesquelles le Pokémon a été présent, c'est-à-dire non plus 4 points cette fois, puisqu'on parle de Pokémon qui ont vécu 16 générations aujourd'hui, pas 8, donc cette fois-ci le score à atteindre est de 3,5 points, et j'ai trouvé aujourd'hui un total de 17 Pokémon qui sont restés très solides, ce qui est très similaire à la première vidéo, mais c'est juste une coïncidence, puisque le ratio est meilleur que dans la première vidéo par contre, avec 67 Pokémon complètement évolués en or et argent, ça fait un ratio d'environ 1 sur 6, donc ça s'améliore. On verra si les générations deviennent de mieux en mieux au fil du temps à la fin. Et enfin, avant de commencer directement le classement, je tiens à vous préciser que même s'il n'y aura rien de nouveau, il y aura quand même des éléments que j'ai cités plus ou moins brièvement dans ma première vidéo, qui vont revenir de manière beaucoup plus importante ici. Et parmi ces choses, il y a la question du National Dex. Comment je compte ça en fait? C'est vrai que j'en ai pas trop parlé sur la vidéo directement, mais si vous allez dans la description, vous avez une réponse plutôt claire. Tant qu'il n'y a pas de Pokémon très solide qui est passé en National Dex, je n'ai pas besoin d'en parler. Et pour les Pokémon de la première génération, le Pokémon avec le score le plus haut qui s'est fait National Dex, c'est Aeromite avec un score de 1,16. Justifié par le fait que la première génération est très populaire et donc il y en manque très peu en 8ème génération. Mais pour cette vidéo, je vais devoir en parler, puisqu'il y a deux Pokémon qui sont en National Dex et qui ont également un score au-dessus de 3,5. Ces Pokémon, ce sont Fortress et Scorpion. Donc évidemment, des Pokémon qui ont une génération de moins pour avoir des points, c'est un peu injuste de les compter au même niveau sans rien faire. Ce qui est d'ailleurs très visible sur Scorpion notamment, ou plus précisément sur son évolution Scorvolt, dont il profite des points, qui a un moins bon score que Dimoré, Pokémon qui a commencé de la même génération que lui, alors que sa performance est quand même plus bancale. Donc, la solution que j'ai trouvée à ce problème, c'est que je vais les compter avec les Pokémon de la 3ème génération, et naturellement en reparler là-bas. C'est vrai que ça paraît un peu bizarre logiquement de mélanger les générations, mais mathématiquement c'est plutôt logique. Tout simplement parce que les Pokémon de la 3ème génération, tant qu'ils ne se sont pas fait eux-mêmes National Dex, ils sont censés avoir vécu 6 générations, comme ces deux Pokémon, donc on peut les ranger dans le même tiroir. En tout cas, selon moi, ça ferait beaucoup plus sens mathématiquement que de les laisser avec les Pokémon de la 2ème génération qui, eux, ont vécu plus longtemps. C'est vrai que je pourrais tenter de convertir les scores, mais je trouve que c'est pas très précis. Donc, retenez juste que pour la prochaine vidéo, je vais parler des Pokémon de la 3ème génération, mais plus précisément des Pokémon qui ont vécu 6 générations. Et ça sera le cas à chaque fois que dans une génération précédente, un Pokémon au score très solide a été National Dex. Bref, c'était la dernière chose que j'avais vraiment à vous préciser. Passons maintenant au classement. Et on commence instantanément avec un autre élément dont j'avais plus ou moins brièvement parlé dans ma première vidéo et qui revient de manière beaucoup plus importante ici. Et dans ce cas, sur le sujet des évolutions. Si vous vous souvenez bien, j'avais dit à ce sujet que je comptais le meilleur membre de la famille, sauf quelques exceptions, comme un sécateur dans la première génération ou Porygon 2 dans la 2ème. Bon timing pour vous en parler d'ailleurs parce que, effectivement, je compte Porygon 2 indépendamment de Porygon Z pour les mêmes raisons qu'un sécateur. Et là où dans ma première vidéo, ça ne posait pas trop de problèmes, avec seulement peut-être Porygon qui a failli rentrer dans cette catégorie, pour la 2ème génération, je vais commencer à devoir faire face à des Pokémon qui n'ont jamais été très forts eux-mêmes, mais qui ont reçu une évolution qui, elle, l'a été, et c'est pour ça qu'ils sont très solides. On a déjà vu Scorpion en intro, et Togetic est également dans cette catégorie, profitant de la performance de son petit frère Togekiss. Donc, pour ces situations, au lieu de trouver une explication tarabiscotée pour ne pas les compter, je vais simplement vite fait les mentionner, mais ne pas en parler plus que ça pour ne pas trop gâcher une partie de l'intérêt de la vidéo sur la 4G. Cependant, on peut parler d'Azumarill tranquillement. Et c'est vrai que même si je n'ai pas trop parlé de la success story de Melodelph en détail, je vais quand même un peu vous en parler ici, car Azumarill a vécu une histoire très similaire dans les grandes lignes. Pokémon qui est devenu fort au bout de plusieurs générations d'inutilité, son amélioration s'est passée en deux grandes étapes. Tout d'abord, l'obtention d'un talent excellent, Call of Force pour Azumarill et Garde Magique pour Melodelph, ce qui lui a permis de devenir plus fort et de se démarquer déjà un peu,
mais c'est surtout l'obtention de l'excellent type fée qui lui a enfin permis de devenir l'excellent Pokémon que l'on connaît tous et de tout juste finir dans les Pokémon très solides en bas du classement. Et d'ailleurs c'est vrai que maintenant que je le réalise, et je vais vraiment le préciser parce que sinon je sais que je vais me faire défoncer, c'est vrai que pour le coup c'est pas que le type fée qui a permis de rendre Azumarill très fort, il y a aussi le fait que maintenant, du moins à partir de la 6G, il a pu réussir à utiliser dans le même set Coniobidon et Aquajet. Voilà, je le précise juste au cas où parce que j'avais complètement oublié de l'écrire à l'écriture. Et c'est juste maintenant que je m'en rends compte. Donc voilà. Parlons maintenant de Noctali, qui est un Pokémon dont Fedong a parlé il y a pas longtemps. Donc le timing tombe plutôt bien. Je vous invite donc à voir sa vidéo car clairement, si vous voulez des histoires sur les Pokémon bien poussées, ne m'écoutez pas. Mon but c'est surtout de faire des classements, de faire des commentaires sur les parcours des Pokémon, de pousser un peu plus quand je m'y connais, mais clairement de ne pas être nuancé sur le parcours d'un Pokémon. Et finalement, la seule chose que je pourrais ajouter à sa vidéo, c'est que Noctali est une des deux seules évolutions à être dans les Pokémon très solides avec Voltali. Pokémon excellent en 2G, il est revenu Overuse lors de la 4ème génération et par la suite il ne fait que de chuter comme beaucoup de Pokémon dont j'ai déjà parlé. Cochignon profite des points de Mamochon, donc je ne vais pas en parler plus que ça. Parlons donc plutôt de Raikou, l'un des fameux 3 chiens légendaires, c'est aussi le dernier à avoir été Overuse dans une génération lors de la 6ème. Et grâce à cela, couplé à un Overuse en 2ème génération également et à des chutes en soutière plutôt peu basses, il parvient à se placer sur une place plutôt respectable dans ce classement. Souvenez-vous du cas de Kangourex dans ma première vidéo, j'avais dit à son sujet que c'est un Pokémon qui n'a jamais été très fort, sauf pendant la 6ème et 7ème génération où il a été banni par sa méga évolution, et c'est pour ça qu'il est malgré tout dans la catégorie des très solides. Et bien je pense que vous voyez où je veux en venir, nous allons parler d'un Pokémon de la 2ème génération qui est très solide exactement pour cette même raison. Et effectivement je pense que certains voient où je veux en venir, ce Pokémon n'a jamais eu une méga évolution pétée, mais par contre il s'est quand même fait bannir en 3ème et 4ème génération, pour deux raisons à en croire la description de Smogon. Premièrement car son talent Marcombre est trop puissant car il empêche l'adversaire de changer de Pokémon et Culbutoge peut donc très facilement arriver sur un Pokémon et le bloquer avec Encore pour permettre à un des Pokémon de son équipe de se setup ou tout simplement l'éliminer sans trop de soucis, ce qui peut complètement renverser un match. Et la seconde raison est plus simple, c'est que si tu as un Culbutoge, que ton adversaire a son propre Culbutoge, que vous envoyez vos deux Culbutoge sur le terrain et que les deux Pokémon ont les restes, la partie est littéralement bloquée. Vous ne pouvez pas changer de Pokémon, votre adversaire ne peut pas changer de Pokémon. Et les deux Culbutoge sont condamnés à utiliser toute leur PP, ce qui ne débloque absolument pas la situation, car en 3ème génération, Lutte, qui est l'attaque que les deux Culbutoge sont forcés de faire maintenant, ne retirait que la moitié de la vie que tu as infligée, ce qui fait que comme tu mets les restes sur ton Culbutoge, il va regagner 6,25% de sa vie chaque tour, et comme Culbutoge est un Pokémon qui fait des dégâts pitoyables et résiste beaucoup, il va s'infliger quelque chose comme 1% de dégâts de recul selon mes propres calculs. Bref, vous avez compris, c'est une situation infinie. Et une situation infinie qui peut arriver de manière totalement fortuite, surtout quand c'est un Pokémon dont l'utilisation est totalement justifiable comme on l'a vu plus tôt. Donc ce Pokémon s'est fait bannir en 3ème génération, ce qui en fait d'ailleurs le premier Pokémon à s'être fait bannir en Uber hors légendaire et fabuleux. Et en 4ème génération, même si le problème du combat infini a été réglé en changeant le fonctionnement de Lutte, puisqu'il met maintenant toujours 25% de dégâts de recul, Culbutoge reste en Uber pour les mêmes raisons qu'avant, car même si c'est un Pokémon qui ne peut pas vous attaquer directement, je vous rappelle et j'insiste très fort que Marcombre reste un talent trop puissant, même pour Culbutoge. Et en 5ème génération, il finit par sortir de l'Uber en obtenant un nouveau talent, ce qui fait que comme Trio Piqueur dont j'avais déjà parlé, on a pu bannir le talent du Pokémon, mais pas le Pokémon en lui-même, et il a chuté en Underuse BL, ce qui est un peu bizarre mais logique, parce que Marcombre était banni en 5G Overused mais pas en Underused, donc ce qui est surtout bizarre c'est la modération de Smogon de l'époque. Et évidemment, ensuite il avait fini sa carrière, il est maintenant Untiered et sûrement pour toujours, mais quand même, c'est un Pokémon qui toujours aujourd'hui a un meilleur score que Raikou et Azumarill, c'est quand même plutôt pas mal. Farfuret profite des points de Zimoret, donc je ne vais pas en parler plus que ça. Oui, sinon, effectivement,
C'est parce qu'il y avait Farfuret que j'ai pu trouver l'exemple de Diamorek face à Gliscor, voilà, vous avez compris. Maintenant, parlons du deuxième chat légendaire. Je parle évidemment de Suicune. C'est un Pokémon que je vais forcément comparer à son ami Raikou, et comme Suicune a été une génération de plus en Overused, en plus d'avoir également vécu une chute beaucoup moins brusque que Raikou au fil du temps, Suicune est largement au-dessus. Ok, du coup, nous sommes partis pour continuer la vidéo. Si vous êtes aussi, j'ai un meilleur micro parce que j'ai pu m'acheter un meilleur micro. Donc, voilà, la seule différence, c'est que vous allez entendre sûrement un meilleur son. Et d'ailleurs, si vous posez la question de pourquoi du coup je n'enregistre pas le reste, parce que c'est vrai que j'aurais pu rendre le reste meilleur. Déjà, le reste de l'enregistrement est quand même plutôt bien, donc je vois pas trop la raison de l'enregistrer. Et surtout, j'ai vraiment pris beaucoup trop de retard sur cette vidéo. Hein. Pour être honnête, mon plan, et je pense que je vais totalement réussir à le faire, c'est qu'à la fin de la semaine, là ce que j'enregistre c'est au début de la semaine, hein, donc imaginez-vous, à la fin de la semaine, cette vidéo doit être sortie. Donc, clairement, je ne vais pas prendre plus de retard. Hein, parce que la dernière vidéo est déjà sortie il y a 6 mois. On arrive à la moitié du classement pour parler du dernier Pokémon qui n'a pas fait une performance remarquable, Scarino. Car c'est vrai que par rapport aux autres, ce n'est pas si fou que ça. Il a certes été bon au début, puis sa méga évolution a camouflé sa chute en 6ème et 7ème génération, et aujourd'hui il est en rarely used, ce qui n'est pas si mauvais, mais il est au-dessus du reste, surtout grâce à sa méga évolution qui l'a sauvé pour un temps. Je l'ai déjà dit dans ma première vidéo, même si je m'étais trompé, mais on est déjà à la moitié du classement et on peut définitivement voir une différence entre le reste des Pokémon à ce niveau. Notamment parce que comme je l'avais dit dans ma première vidéo et on revient sur ce point, aucun des Pokémon qui suivent n'a chuté plus bas que l'Underused, et tous ces Pokémon sont déjà très connus pour leur solidité et leur puissance. Comme Cisaiox par exemple. Pokémon devenu Overused en 4ème génération, il a gardé ce titre en 5ème et 6ème génération, et même s'il a chuté en 7ème génération, sa méga évolution elle n'a pas chuté donc il est resté Overused, et aujourd'hui il est toujours en Underused dans une position très confortable d'ailleurs, donc il va sûrement y rester pour plusieurs générations encore. Et le seul réel problème, c'est son Underused BL en 2ème et 3ème génération qui est la seule raison pour laquelle il n'est pas plus haut dans le classement. C'était inévitable, j'en ai déjà parlé dans la première vidéo, l'Euphorie c'est simplement le vénère avec une meilleure performance globale. Car l'Euphorie est clairement un Pokémon supérieur, n'est-ce pas? Bon à la base en fait je devais développer ma critique sur Electro en disant voilà il est pas gentil. Au final je pense que Electro est une personne très respectable donc on va pas faire ça. En plus sa vidéo c'était il y a 2 ans donc vraiment... On va faire remuer le couteau dans la plaie. On continue. Et au final, là où le Vénard était seulement 6ème de mon premier classement, l'Euphorie se retrouve 3ème du classement, ce qui est donc beaucoup plus évidemment. Et l'Euphorie est même juste derrière les 2 titans en termes de solidité de la 2ème génération, et même à égalité avec Celebi. Effectivement. D'ailleurs, sachez qu'à la base, je voulais mettre Celebi en hors classement. Même si c'est un Pokémon qui a un score au niveau des mortels, car je trouve que le Uber en 2G aide un peu trop. Mais bon, au final, je suis revenu sur ma décision. Et c'est vrai que Celebi a pas mal chuté récemment. C'est un plutôt bon fabuleux, mais quand tu le compares à Mew, ce que j'ai automatiquement commencé à faire, c'est plutôt humiliant. Ce Pokémon n'a donc été qu'une seule génération en Uber, dans la 6ème génération, il avait déjà chuté en Underused, dans la 7ème génération, il s'est fait doubler par les numéros 1 et 2, et en 8ème génération, il a rechuté en Rarely Used, et encore, il a eu de la chance, parce que pour avoir été là quand c'est arrivé, au début de sa chute, il était même en Never Used. Mais bon, je pense qu'il est enfin temps de parler des 2 grandes figures de solidité de la 2ème génération. Tout d'abord, nous avons Hermure, qui est si solide pour des raisons très similaires à Levénard et l'Euphorie. C'est un Pokémon défensif qui a un excellent type, surtout pour son profil, et il aurait pu limite rester Overused indéfiniment tellement il est unique. Mais en 8ème génération, je pense que vous savez déjà ce qui s'est passé. Corvus est arrivé en nouveau Pokémon, il ressemble énormément à Hermure, mais il a quelques arguments qui le démarquent assez et il vole la place d'Hermure en Overused. Hermure a donc chuté en Underused, ce qui est donc un peu dommage, mais au moins pour lui, ça a peu de chances d'arriver une seconde fois, et surtout pas dans un futur proche. Donc sur le long terme, Hermure se porte en fait toujours très bien. Et je pense même qu'il soit probable que le numéro 1 de ce classement finisse par chuter un jour, surtout que c'est déjà arrivé un temps pendant cette génération, et que Hermure finisse avec le temps par redevenir le numéro 1 de ce classement. Donc oui, encore une fois, il sera très intéressant de voir l'évolution dans le futur, mais peut-être pour jamais, puisque le numéro 1 reste quand même Tyrannosif. C'est, sans le moindre débat, le Pokémon le plus solide de tous les temps en dehors des légendaires. Je sais, j'avais déjà dit que c'était le Vénère et l'Euphorie les meilleurs, et même si c'est vrai, Tyrannosif reste le meilleur Pokémon individuellement.
Et en plus de ça, non seulement il est resté overuse depuis le début, mais en plus il a dominé énormément pendant plusieurs générations. Pendant plusieurs générations, on pouvait dire, pas sans le moindre débat non plus, mais on pouvait dire que c'était le meilleur Pokémon de la génération. Pour un Pokémon qui, je rappelle, possède un des pires doubles types du jeu. Aujourd'hui, il a quand même beaucoup chuté. D'ailleurs, on peut s'inquiéter de son avenir sans trop de soucis, surtout après la 8ème génération qu'il a fait. Mais il pourrait aussi totalement rester, notamment s'il récupère des outils comme Poursuite, s'il obtient d'autres outils également, il pourrait obtenir quelque chose comme un nouveau talent. Bref, Tyrannosif c'est super, c'est le seul Pokémon qui est resté overused pendant toutes ces générations, et qui est aussi arrivé le plus tôt. En plus, ce n'est même pas un Pokémon défensif comme le Vénard, le Fourie ou Hermure, donc ça impose encore plus le respect. Mais maintenant, passons en mention honorable, et il n'y a rien à dire dessus en fait. Puisque le seul Pokémon qui a le score le plus proche, en dessous de 3,5, c'est Nostanfer avec un score de 3. Et Nostanfer, c'est un Pokémon qui n'a jamais été très solide, qui a le peu de chance de le devenir bientôt puisqu'il a chuté en VG en plus. Du coup, on va finir cette vidéo avec les Pokémon hors classement. Car oui, comme dans ma première vidéo, il y a des Pokémon hors classement. Je ne vous ai pas prévenu la première fois, ici je pense que vous le saviez quand même. Et en fait, j'ai rien écrit dessus puisque évidemment, encore une fois, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Oh-Oh et Lugia sont des légendaires, ils sont restés overused tout le temps. Évidemment, je pourrais parler de leur parcours, hein. Je sais très bien que Oh-Oh est resté plutôt bien joué en Uber par rapport à Lugia qui a chuté. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour en parler, je ne suis donc pas là pour nuancer ça.